Bonjour et bienvenue dans Autour de la table, votre podcast rôliste où on parle de création de systèmes. Avec Effulgence, dans nos mondes respectifs, on est à la fois créateur d'univers et également concepteur de systèmes de résolution. Par ce podcast, on ne prétend pas que nos conseils soient universels, très loin de là. Ce que l'on pense, c'est juste vous transmettre des éléments de nos visions créatives respectives. Autour de la table est un podcast, mais c'est avant tout un live, que l'on vous invite à suivre tous les mois et dont vous avez la retransmission des épisodes ici. Bonjour. Hello. Bienvenue sur la 10e itération de Autour de la table, et toujours en compagnie de Taros. Salut Taros. Coucou. Comment ça va? Et ben moi ça va bien, et j'espère que toi aussi. Eh ben, mis à part la chaleur qui me sonne et qui va peut-être me faire dire des incohérences au cours de cette soirée, ça va très bien. Et de façon exceptionnelle et incroyable, nous sommes accompagnés de Johan. Salut. Salut. Très content d'être ici, sonné par la chaleur aussi. On va essayer de parler de trucs intéressants, ça va être bien. Globalement, c'est le podcast des plus de 30 degrés hein, ici. Hein, Je te jure. on a plein de sujets, encore une fois, hein, à aborder cette fois-ci. Mais on a un premier sujet qui va nous intéresser avant tout autre. Hein. Donc avec Johan ici présent, on a mené une enquête sur les lignes et voiles. Les lignes et voiles, en 15 mots, allez, on va dire. Ligne, ce que l'on ne jouera pas, et voile, ce que l'on va maintenir au maximum hors de l'écran. Pour expliquer, moi je suis un peu plus à l'extérieur de la question des jeux de rôle. On se connaît bien avec Sig, on est potes depuis un bon moment, et il est venu vers moi parce que je suis psychologue, voilà. Et qui trouvait ça intéressant d'avoir un point de vue un peu de... Uniquement pour ça, hein, sinon je le déteste. Hein. Exactement. Il me déteste, donc, et puis vu qu'il se sert de ses amitiés et qu'il en a rien à foutre des gens, c'est faussé. Attention à ne pas changer. Mais pas sortir du contexte. Mais voilà, il m'a proposé un peu de prendre part à ce petit projet, de réfléchir aux lignes des voiles et comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. Et c'est pour ça qu'on a fait passer un petit questionnaire et qu'on a un petit peu analysé tout ça. On va vous en parler aujourd'hui un peu plus longuement. Pour juste un tout petit peu de contexte avant qu'on se lance dans tout ça, vous avez donc magnifiquement montré à l'écran l'adresse à laquelle vous pouvez trouver l'ensemble des résultats. Donc il y a à la fois l'analyse des résultats de la phase 1 et la phase 2, ça on va parler un petit peu plus tard de ce que ça veut dire. Un outil que j'ai fait, dont j'ai déjà parlé ici, qui sont les drapeaux émotionnels, on a une petite illustration ici. La fiche de suivi de table, qui est aussi quelque chose qui a découlé de ce travail-là. Et enfin la charte de déontologie rôliste, qui est un travail très expérimental, qui se base aussi sur les observations qu'on a fait pendant cette étude. Voilà. Étude sans grande prétention, hein, disons-le, mais on a essayé de faire ça un peu sérieusement. Ouais, un peu Voilà. rigoureusement quand même. On a beaucoup réfléchi à la construction du questionnaire, à qu'est-ce qui serait plus intéressant, et puis on va parler de la méthodologie juste après. Ouais. Première question, est-ce que vous êtes plutôt satisfait du coup des réponses, que ce soit la qualité, la quantité ou le panel de diversité, je sais pas, dans les retours hein. Je te laisse commencer, Johan. Ouais. Bah, je pense que, tous les deux, on était très contents des retours. Une première phase où on a eu un peu peur parce qu'il n'y avait pas des masses de retours au final. Ouais. Mais en fait, on a eu un tas de réponses à partir du moment où Siegfried l'a partagé sur un serve. Je sais plus où est-ce que tu l'as partagé. Mais en tout cas, ça avait débloqué un nombre de réponses qui a permis d'avoir bonne diversité de personnes, tout simplement. Hein. On a quand même une majorité de personnes qui étaient plutôt sensibles à la question de la sécurité émotionnelle, ce qui est plutôt logique parce que... Vu les serveurs sur lesquels j'ai partagé... Quand on annonce la couleur, il y a un biais dans le jeu qui vont répondre, mais en tout cas pour la grande majorité, on avait des gens qui étaient très concernés, qui sont très concernés sur tout ça. Je dirais que on a eu beaucoup de réponses sur des choses qu'on n'attendait pas. C'est beaucoup élargi par rapport à ce qu'on avait en tête au départ, mais ça restait très intéressant et on a pu l'approfondir un peu comme on voulait. Voilà, je pense que c'était des choses à dire si.
Ouais. Moi, de mon côté, je compléterais juste dans le sens que au niveau de la taille de l'échantillon pour la phase 1, donc la phase 1, c'était des questions très dirigées via un questionnaire. La phase 2, c'est on a identifié des profils et on a fait des entretiens avec. Donc là, c'était un nombre plus restreint, bien évidemment. Phase 1, j'avoue que j'aurais aimé avoir quand même plus de réponses. De toute façon, c'est vraiment les questionnaires comme ça, on aimerait toujours avoir beaucoup plus de réponses pour avoir beaucoup plus de données à aller investiguer, etc. Donc les données numériques sont intéressantes, mais sont pas les choses qu'on peut retenir le plus, quoi, je dirais, de ce qu'on va dire ce soir. Et il y avait toute la partie des entretiens donc, qui ont été menés, qui ont été redoublés. Je sais pas où ça en était à ce niveau-là. Malheureusement, on n'y est pas encore. Alors, Par contre, les infos ont été intégrées dans le, j'allais dire le rendu. Ouais. Voilà, allez, le rendu, on va faire comme ça. Ouais. Tout est pro. Le rendu donc a été mis à disposition. Et ça, je pense, j'en parlerai plus à la fin de tout le développement qu'on va faire là, parce que ce sera plus logique de le faire à ce moment-là, pour vous expliquer aussi quelle suite on met à ça, quoi. Ok. Voilà. Et ben du coup, par quoi est-ce que vous voulez commencer Peut-être par le commencement, à savoir la méthode. Let's go. Bon. Attention, je passe le diapo en plein écran. Oh waouh. Bon, côté méthode, que dire? Un questionnaire en 4 volets. Et on en a tiré un texte où on a un petit peu tout mélangé en fait, au final. Parce que la manière dont on avait construit les questions, on pensait avoir des choses qui allaient un peu diverger. Et au final, tout se rejoignait en un espèce de mélange. Donc pour mémoire, on avait fait une première partie qui était enfin un peu la perception de l'outil. Tu me corriges si jamais je me trompe, Johan. On avait fait une partie sur la question de respect de la vie privée. Une partie sur un peu comment est-ce qu'on pourrait améliorer, dans le sens si on devait proposer une autre manière de poser les questions, comment est-ce qu'on le ferait, qu'on n'a pas trop analysé. Et je me souviens plus quel était le quatrième pan qu'on avait identifié. J'avoue que j'ai plus le souvenir. Je me souvenais des 3 que t'as dit. Les 3 que t'as dit, en effet, c'est ce que j'avais en tête. Le quatrième, j'avoue, je l'ai plus du tout en tête. Ouais. Bon, en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'on avait ces 4 blocs avec à chaque fois 4 questions dedans. Généralement, une question un peu libre et 3 questions où il fallait noter de 1 à 5. Et oui, premier problème dans la méthodologie pour moi, c'est que quand à l'origine, j'avais utilisé le terme lignée voile, mais à l'origine, je ciblais une sous-catégorie des lignées voiles qui était vraiment le questionnaire de consentement. Et en fait, les questions étaient plus orientées comme ça, et pas directement orientées lignée voile de manière large. Sauf que je l'avais mal précisé dans l'intitulé, et donc du coup, ça a un peu biaisé les résultats, même si du coup, ça s'est avéré assez bénéfique, parce que ça a permis d'aborder plus des questions plus larges de sécurité émotionnelle au final. C'était un peu la conclusion quand on a regardé tous les résultats de la phase 1, c'était que au final les répondants n'ont pas beaucoup parlé de lignée voile et ont beaucoup parlé en fait de sécurité émotionnelle en général. Ce qui n'était pas forcément inintéressant, mais c'est pas vraiment ce qu'on attendait. Il y a une première question qui te demande ce que tu entends par le consentement dans le cadre de JDR, pardon. C'est par rapport aux lignes et aux voiles. Alors la table de consentement, c'est
c'est une manière spécifique d'implémenter les lignes voiles, dans le sens que ligne et voile, c'est deux champs complètement vides où on laisse totalement libre la réponse. Et la table de consentement, c'est vraiment avec des catégories listées. On répond donc soit sur une échelle, soit en cochant ligne, soit en cochant voile, soit en cochant phare. Il y a plein de manières derrière de le faire. Donc ça peut être des gradations, ça peut être des choix triples, ça peut être... voilà. Mais c'est plus... Il y a des items qui sont déjà listés et on répond par item plutôt que d'avoir un champ vide dans lequel on va inscrire des lignes d'un côté et des voiles de l'autre. Par exemple, une phobie quelconque, est-ce que ça peut être présent dans l'univers? Oui, mais seulement sur les PJ, non, hors de question, ce genre de gradation. Ouais. Et ce qui en ressort d'ailleurs de ce qu'on a vu, parce qu'il y avait une question un peu libre qui permettait d'expliquer comment est-ce qu'on utilisait les lignes et voiles, au final, les formulaires de consentement sont très peu utilisés. C'est vraiment marginal, c'était vraiment très peu de répondants qui faisaient ça, parce que d'abord c'était vraiment les lignes et voiles, dans le sens où on explique juste ce que c'est qu'une ligne et une voile, et on demande aux gens de les transmettre, que ce soit en anonyme ou non. En deuxième position, c'était une discussion simple entre les personnes, sans qu'il y ait la notion de ligne ou de voile qui soit abordée, mais au final c'est une espèce de discussion ouverte sur la sécurité émotionnelle et comment la mettre en place à la table. Et seulement en troisième position, il y avait des formulaires de consentement rôliste qui arrivaient. Voilà, je sais pas si t'avais d'autres trucs à dire, Johan, en guise de préambule. Pas sûr. Non, j'ai pas. Ouais, les trucs que je voulais dire un peu en préambule, je les ai dit au final. Ok. Et ouais, concrètement, ce qu'on en ressort, c'est qu'il y a vraiment une image très positive parmi nos répondants, répondantes, de ce que sont les lignes et voiles, de leur intérêt. Et que y a eu certains enjeux, certaines limites qui ont été soulignées, notamment dans le cas de respect de la vie privée. Malgré tout, la communauté qu'on a interrogée était très d'accord sur le fait que c'était un outil qui était utile et qu'il y avait un véritable intérêt à ce qu'il soit mis en place. Et l'autre limite qui était vraiment souvent ressortie, c'était le côté c'est difficile parfois d'identifier ses besoins, donc soit en termes de nommer vraiment quelles sont ses lignes, quelles sont ses voiles, soit est-ce que ça vaut le coup que je le marque ou pas dedans, qui étaient vraiment les deux choses qui ressortaient souvent, mais qui sont pas du tout une critique du dispositif en soi. Je rajoute aussi un truc qui a été ressorti aussi pas mal, c'était comment tourner ça, le fait que c'était compliqué enfin, un élément qui pouvait mettre en difficulté le joueur, c'était pas toujours facile de savoir si c'était une ligne ou une voile, et qu'avec l'expérience ça venait et tout, mais que en tout cas c'était des choses qui bougeaient aussi, qui étaient dynamiques dans le temps. Ouais. Et suivant les personnes avec qui ils jouaient. Et oui, après, est-ce qu'on peut parler de limite, je sais pas. En tout cas, c'est peut-être une difficulté qui reste avec les lignes et voiles, quoi. Et donc ouais, bon là on commence à avoir des chiffres. Alors les chiffres, hein, c'est vraiment, ils sont là en termes figuratifs. Hein, je pense pas qu'il faille les considérer comme quelque chose qui fasse foi, étant donné que c'est un très petit échantillon et qu'on a plusieurs biais dessus. Notamment, tu l'avais mentionné hein, tout à l'heure, Johan. La majorité des répondants viennent d'une même communauté. Voilà. Et le deuxième biais que j'identifie très clairement, c'est d'avoir utilisé l'écriture inclusive dans le texte. Oui, aussi. Ça biaise pas mal, et d'ailleurs on va pouvoir voir un peu après pourquoi. Réaction sur le chat, c'est probablement pas évident de faire le tour des différents sujets trigger quand on ne sait pas toujours ce que va contenir le scénario. Ouais, complètement.
bah, c'est vraiment une des limites. On va les voir juste après parce que là, pour le moment, on est là, c'est la partie un peu positive là qu'on a ici. Donc avec les crispations en jeu, le filet de sécurité peut guider et aider la création du scénario si c'est fait bien en amont. Donc par exemple dans le cadre où bah, je pourrais en parler un peu plus tard, mais là je suis en train de lancer une mini-campagne où j'ai pu collecter ces fiches-là 3 semaines avant de jouer la première partie, et donc du coup bah, ça me permet de guider le scénario pour vraiment éviter tous les terrains qui pourraient être problématiques. C'est un très bon outil de sensibilisation visiblement. Aussi un outil de filtre, on va pouvoir le voir après. Ça peut donner confiance parce qu'il y a cette question de on prend en compte notamment la sécurité émotionnelle, mais par extension aussi d'autres thèmes souvent. Ça fait aussi un projecteur sur des attentes qui sont pas forcément les mêmes entre les différentes personnes. Et ça semble être utile, même si on connaît les personnes depuis longtemps, parce qu'en fait, on connaît pas l'intégralité de la vie. Il y a toujours cette espèce de jardin privé ou des évolutions dans la vie des personnes qui font que on peut avoir des nouvelles situations qui soient difficiles à gérer pour nous qui interviennent. Et donc, du coup, c'est un outil qui est intéressant à mettre en place de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a des retours qui vous ont surpris? Alors, il y a eu les irréductibles gaulois, comme on les a appelés. Oui, c'est vrai. Alors, à savoir qu'on avait une codification en interne, on a utilisé des lettres, on avait le code IG pour irréductible gaulois, et vas-y, je te laisse. On a eu des personnes. Alors, on a dit que, comme on a dit, généralement, les répondants, il y a eu beaucoup de répondants qui étaient très positifs par rapport à la sécurité émotionnelle, qui étaient, je dirais même qu'ils sont sensibilisés à la question et tout ça. Et on a eu des personnes qui constituent vraiment une minorité, hein, qui considéraient que la prise en compte d'une sécurité émotionnelle par les lignes voiles et tout, ça serait pas naturel, et que une simple discussion pourrait servir, et qu'en fait ils déploraient que les liens humains ne soient pas plus aussi spontanés et tout ça. Et c'est pour ça qu'on les a appelés un peu les irréductibles gaulois. Après, je sais pas si c'est les retours qui nous ont plus surpris, parce que je pense qu'on se doutait qu'il y avait des personnes qui avaient cette position-là par rapport à la sécurité émotionnelle, mais c'est peut-être le truc qui nous a fait le... Ouais, peut-être le plus surpris. Peut-être. Je sais pas si t'as d'autres réponses Sig, mais... Pas vraiment, cet effet de filtre, j'en avais conscience, même si après pendant les entretiens, il s'est avéré que c'était un filtre beaucoup plus nécessaire que ce à quoi on s'attend, enfin que ce à quoi je m'attendais. Je dirais que dans cette part-là, il n'y a pas grand-chose qui m'a surpris dans cette première phase. Ouais, je te rejoins quand même pas mal. Et je viens de penser à un autre truc qu'on n'a pas précisé, que dans les répondants, il y avait autant des joueurs que des meneurs de jeu. Ouais. Toujours intéressant de le préciser, mais... Bon, après, il y a même plus de... Peut-être plus de meneurs de jeu, d'ailleurs. Oui, je pense très clairement qu'il y en avait plus. Quand je repense un peu aux différentes réponses et tout, je pense que c'est... Il n'y a pas photo. Donc les frontières, les limites et les enjeux. Donc on avait la question de l'apprentissage qu'on a déjà un petit peu abordé. Donc des personnes qui sont avec vraiment un apprentissage très fort à faire dans les premières fois où on joue, et ensuite on a une espèce de cœur qui se dessine et on vient faire des modifications à la marge en fonction de différents facteurs qu'on verra un peu plus tard. Et donc ce qu'on en tire, c'est que il faut à tout prix qu'il y ait une manière de rendre ça dynamique. Il faut qu'il y ait des évolutions, il faut qu'il y ait un dialogue qui se fasse. C'est pas juste on pose une fois l'outil et ensuite terminé quoi. Il faut que régulièrement, dans le cadre de campagne ou régulièrement dans le cadre de groupes qui se connaissent bien, on puisse mettre à jour ça pour enlever certains thèmes, possiblement, hein, ça peut être le cas, ou alors, le plus souvent en réalité, en rajouter. Mais il y a aussi des questions de passer de ligne à voile ou de voile à ligne. Voilà.
Ouais. Un autre truc dont je pense, c'est aussi un truc qui est pas mal revenu, c'est les personnes qui disaient que quand ils avaient commencé JDR, ils considéraient qu'ils n'avaient pas de ligne et voile. Et qu'en fait, ils l'ont découvert petit à petit en jeu, où ils ont vu des situations qui les mettaient mal à l'aise, des choses comme ça. Et c'est aussi comme ça que les lignes et voiles se construisent selon plusieurs participants. C'est revenu plusieurs fois. Je trouve que c'était intéressant. Oui. Et dans les choses qui sont revenues aussi, il y avait le fait que la simple existence de lignes et voiles et le fait qu'on les demande peut impliquer que on s'attend à ce qu'il y ait des choses dures qui soient jouées. Et que du coup, ça peut être stressant pour la personne en face. Voilà. C'était revenu quand même 2 ou 3 fois. Et en dernier, il y avait le truc de, en fait, suivant certains jeux qu'on joue, il y a des thèmes qui vont être d'emblée exclus parce que le jeu ne les intègre pas, par exemple. Ou alors que le jeu se place ouvertement contre. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément besoin de révéler toutes ces lignes et voiles dans ces cas-là. Mais Est-ce qu'il y avait des données statistiques sur l'expérience, et c'était des personnes qui débutent, des personnes qui jouent depuis longtemps? Je sais plus si c'était dans les questions. non, on n'en avait pas mis ça. C'est vrai que ça aurait été intéressant. Oui. Après, dans les réponses ouvertes surtout, je trouve quand même que ça on a quand même plus l'impression que c'était des gens qui avaient au moins plusieurs années d'expérience, parce que il y avait vraiment, on sentait cet aspect apprentissage dans beaucoup de réponses ouvertes. Après, on peut pas en être sûr, c'est du niveau du ressenti, mais c'est vrai qu'on n'a pas de statistiques rigoureuses, quoi. Et enfin, sur le troisième volet critique, il y avait donc le fait que juste mettre en place l'outil, c'est quelque chose qui peut forcer à être vulnérable, du coup. À dévoiler anonymement ou non des traumas, des inconforts, ce qui, suivant les tables, n'est pas forcément souhaitable, en fait. Ce que il y a souvent qui est revenu, c'est la question de est-ce qu'on met les phares avec ou pas. Donc les phares, c'est ce qu'on a vraiment envie de jouer. Et donc que techniquement, quelque chose qui était ni dans les lignes ni dans les voiles, c'était pas forcément un phare, c'était pas forcément quelque chose qu'on voulait jouer non plus. Par exemple, on peut ne pas être mis mal à l'aise face à une situation particulière, mais pour autant ne pas vouloir que absolument tous les PNJ, par exemple, subissent cette chose-là. Imaginons, on n'est pas mal à l'aise vis-à-vis du fait qu'il y ait des maladies dans l'univers, tous les PNJ n'ont pas non plus à être malades. C'est pas forcément quelque chose à mettre partout. Et juste Par avant exemple, de la lire, torture, par exemple. Ouais. C'est pas juste parce que la avant de. Oui. Non, pardon. Vas-y, excuse-moi. Je trouvais que l'image de la torture, c'est assez parlant, dans le sens où les gens peuvent ne pas le mettre dans ligne et voile, et pas avoir envie qu'il y ait des scènes de torture toutes les Oui. 3 scènes, quoi. Enfin, ça paraît logique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important à dire au final. Et juste avant de lire la réaction dans le chat, donc les phares, pour être sûr que j'ai bien compris, c'est ce qui est ni dans l'un ni dans l'autre, mais que t'as pas envie de voir trop quand même, c'est ça, ou j'ai mal interprété Les phares, c'est vraiment ce que tu as envie de jouer à fond. C'est vraiment un truc Ok, oui. que si jamais c'est dans le jeu, ça va être trop bien. Oui, d'accord, ok. Il me semblait bien avoir mal compris un bout de la réponse du coup. Du coup, réaction dans le chat, Baden qui nous dit « Je réalise que je tends à désamorcer directement quand je présente les outils de sécurité émotionnelle, du style « Alors ça, c'est la X-Card, normalement le scénar comporte rien d'énervé, mais elle est là. » Ce qui est une bonne chose, en effet, de désamorcer pour qu'il n'y ait pas cet aspect anxiété en mode « Ah, donc là, il y a besoin d'une X-Card. » Donc là, en fait, ça va être une séance où il va y avoir, je sais pas,
allez, des tortures. Ouais. On est sur le thème de la torture, donc on va rester dessus. Mais ouais. Non, c'est une bonne idée, je pense, d'accompagner. De toute façon, les outils, on les fait vivre, hein, comme a dit Taros juste avant. Un outil tout seul, il sert à rien, faut s'en servir. Et je pense qu'il y a des bonnes pratiques à avoir avec les outils de sécurité émotionnelle. Je pense que c'est une bonne chose de le préciser. Bah, et puis clairement, ce qui est ressorti aussi, c'est pour rebondir aussi sur l'autre part du propos avec la X-Card, c'est que aussi une autre chose qu'on n'a peut-être pas marqué dans le compte-rendu, et c'est pour ça que je me permets de la glisser là parce que j'y pense, même si les lignes voiles ont été admises largement comme un outil qui était très bon, très pertinent, il n'en reste que c'est un outil d'avant-partie. C'est un outil qui certes se poursuit pendant la partie, mais on va pas mettre à jour ces lignes voiles pour ensuite pouvoir déclencher une pause dans la partie. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi qu'il y ait un dispositif en jeu si jamais on tombe sur quelque chose qu'on n'avait pas forcément mis comme ligne voile et que hop, on puisse déclencher par exemple. Donc, une nouvelle réaction dans le chat. C'est vrai qu'en tant que joueuse, c'est un réflexe que j'ai déjà eu en effet lors de la présentation de la X-Card, ce petit frisson de ah ok. Désamorcer, c'est très indiqué, je pense. Je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est très pertinent comme retour. Et sinon, dans les autres critiques, bon, il y avait, ça on en a parlé, hein, des personnes qui pensent que les lignes voiles sont uniquement utiles avec des inconnus. On a eu des contre-exemples aussi qui nous ont été donnés. Une supposition qui nous a été faite, c'était un univers pourrait être dénaturé par la simple formulation de ligne voile. Donc en gros, il faudrait pas trahir l'œuvre et que, par exemple, je sais qu'un des exemples qui nous avait été donné, c'était un JDR The Witcher, bah, y a certains thèmes dedans et bah, ces thèmes-là, s'ils sont pas dedans, c'est pas l'univers de The Witcher. Je suis pas forcément d'accord avec cet argument-là sur le fond, quoi, mais c'est quelque chose qui nous a été formulé. Et enfin, un risque théorique qui est que l'outil pourrait forcer à faire du zèle. Parce que par exemple, les voiles, bah, c'est pas très bien défini. Est-ce qu'on les aborde un petit peu? Est-ce qu'on les aborde pas du tout? Et donc du coup, ce qui serait supposé dans ce cas-là, c'est qu'il pourrait y avoir un appauvrissement du scénario, parce qu'il y aurait un certain nombre de thèmes qu'on se refuserait d'aborder. Voilà pour les critiques. J'ajouterais peut-être aussi que même si c'est une critique et une limite qui nous a été donnée de manière théorique, on n'a pas eu une seule réponse où il y a eu un exemple concret. Ouais. Donc du coup, pendant l'analyse, on se demandait est-ce que ce risque, en fait, il est pas que théorique, ou est-ce qu'il y a vraiment des cas où ouais, par excès de zèle et par respect des outils de sécurité émotionnelle, il y a vraiment eu des appauvrissements de scénario. On sait pas trop quoi en penser, du coup, on n'a rien qui nous a indiqué. C'est pour ça que ces deux derniers points, on les a laissés avec le mot supposément, parce que bah voilà, c'est quelque chose de théorique qu'on nous a renvoyé. Donc on voulait le retranscrire quand même parce que c'était pas marginal, quoi, c'était quand même plusieurs personnes. Ouais. Mais voilà. Et ensuite sur l'intrusivité. Bah globalement, les gens ne trouvent pas trop que ce soit intrusif. Mais au contraire, il y a plus des questions sur comment est-ce qu'on classe ce qui est ligne, ce qui est voile, et comment est-ce que la table se comporte vis-à-vis de nous, de manière générale. Dans le sens que des lignes et voiles, on n'est pas obligé de le faire en public, on n'est pas obligé de dire ma ligne c'est ça, ma voile c'est ça à l'oral. On peut l'écrire sur un petit bout de papier et on peut le passer à une personne de confiance. Et c'est à cette personne de confiance de gérer la chose. Possiblement le MJ dans des jeux avec MJ, ou alors la facilitatrice dans le cas où ce soit un jeu sans MJ qui en est, et sinon voilà. Là-dessus, je pense que c'est un petit peu une question de chaque table qui doit trouver ses marqueurs, hein, je dirais, et en discuter avant en fait.
Toute petite interruption. Ouais. Alors sur le sujet d'avant, sur l'appauvrissement d'univers ou de scénario, Dazen qui nous dit je sais pas pour l'univers de jeu, mais la vision du MJ de cet univers peut l'être. Il y a des MJ fans d'horreur psychologique par exemple, ils ont en amont une vision définie de leur scénario, mais là ce serait un argument en faveur de la porte ouverte et du coup d'autres outils de sécurité. Oui. Oui. Bah ça, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Là, les deux exemples précédents qu'on avait sortis, de mémoire, hein, tu me corriges, Johan, c'était des personnes qui n'étaient pas en rejet complet des outils de sécurité émotionnelle, mais à minima en rupture. Qui disaient que il fallait des conversations, il fallait pas des outils formels. C'était plus ces aspects-là qui ressortaient, quoi. De mémoire, c'est ça. On peut peut-être placer, mais ça reviendra peut-être plus tard, des outils comme CATS, dans l'idée où si on va sur d'autres outils, il y a la nécessité d'être transparent dans ce qui va attendre les joueurs-joueuses dans la partie. Ouais. Et le fait de leur laisser la possibilité de juste de pouvoir partir sans aucun contre-coup ou quoi que ce soit. Oui. Je remets le texte. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait des questions de vie privée, mais pas directement qui dépendaient du dispositif, mais plus de la manière dont il était géré. Donc une réflexion à faire de manière commune à la table, comment est-ce qu'on le met en place. Et vraiment les aspects de comment est-ce qu'on le remplit, en fait. Donc à la fois désamorcer, je pense, mais dans le cas des lignes et voiles aussi en parler, je pense, expliquer. Un peu plus en détail que ligne c'est ce qu'on va pas jouer, voile c'est ce qu'on va masquer. Plus détaillé en fait, pour pouvoir aider des personnes qui seraient pas forcément au fait de ces outils à mieux placer les choses. Bah, on en revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure pour désamorcer. En fait, plus on parle de l'outil et qu'on détaille, plus moins ça va amener de l'appréhension et bah, tout simplement des trucs fantasmés quoi, sur l'outil. On avait aussi posé la question de savoir est-ce que les personnes avaient déjà menti dans des réponses à des lignes et voiles pour pouvoir protéger son anonymat. Donc par exemple en minimisant certains trucs ou en augmentant d'autres choses. La grande majorité des répondantes ont dit ne pas avoir menti à ces sujets-là. Donc c'est rigolo, en tant que MJ, moi ça m'est déjà arrivé du coup. Justement de me forcer à mettre des lignes et voiles qui n'ont aucune raison d'apparaître dans le scénario, mais juste pour écrire aussi quelque chose et montrer aux autres que tout le monde écrit un petit quelque chose. Et je crois que c'est la fin du... Ouais. Okay. C'est la fin du volet A, globalement, donc le volet A avec le questionnaire. Johan, est-ce que tu as des trucs à dire sur la méthodo et tout? Parce que... non, mais par contre un truc qui me revient aussi sur la partie qu'on avait peu analysée, c'est-à-dire comment la manière dont remplir les lignes voiles, enfin plutôt les formulaires de consentement, on l'avait pas analysé pour la simple bonne raison qu'on s'est retrouvé avec on avait mis 3 options pour plusieurs questions. Oui, c'est vrai. Et on avait un tiers. Ouais. On était en mode comment est-ce qu'on analyse ça? Y a rien à analyser au final. C'est-à-dire qu'au final on n'a pas dégagé grand chose des résultats qu'on a eu, qui étaient très zigtables de tous les côtés, donc on a un peu laissé tomber. La seule chose qu'on avait tirée, c'est un petit peu qu'il n'y avait pas spécialement de format à privilégier par rapport à d'autres pour les lignes et voiles, quoi, dans le sens que chacun n'a pas d'opinion tranchée sur la question, quoi. C'est quoi, il y avait trop de possibilités différentes ou... Il y avait vraiment juste 3 possibles et c'était les répondants, c'était un tiers.
Donc, sachant que dans les réponses, on avait mis est-ce que c'est mieux d'avoir choix triple ou gradation. Donc le choix triple, c'était vraiment typiquement ligne, voile, phare, des trucs comme ça, quoi. Et la gradation, c'était pas sur moi, pas sur quelqu'un du groupe, pas du tout, etc. Et vraiment, et la troisième option, c'était je sais pas. Et on avait un tiers de réponse pour chaque, à la fois pour la question de la vie privée, à la fois pour la question de la facilité à remplir. Donc, Pareil pour l'anonymat aussi, on avait posé des questions ouais. sur l'anonymisation des réponses, et c'était pareil, on avait des résultats où du coup c'était dur de dégager une réelle tendance, et on avait en fait des répondants qui avaient des opinions différentes, et avec aucune majorité au final. Oui. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose qui me revient sur le volet A en tout cas. Ok, bah dans ce cas-là, on peut passer à notre volet B s'il n'y a pas d'autres éléments à discuter. N'hésitez pas pour toutes celles et ceux qui passent dans le live à poser des questions. A priori, vos questions seront lues et répondues. Parfois pas immédiatement, juste le temps de finir la phrase ou le sujet, mais en tout cas, on a tous sous les yeux. Et merci à tout le monde pour vos interactions. Oui, c'est très très cool. Bon, le volet B de notre... pardon, le volet C, parce que c'était volet A et B qu'on a fait avant. Pour donner un peu de contexte, on a du coup fait 3 entretiens avec 3 personnes différentes, de 10 questions chacun, qui étaient basées sur les réponses qui avaient été données dans les champs libres de ce qu'on a vu avant. Voilà. Je peux ajouter peut-être un petit truc sur ça. Dans le côté méthodo, on s'était dit que les questionnaires, ils valaient ce qu'ils valaient, ils apportaient des choses intéressantes, mais qu'on avait quand même... ce serait intéressant d'aller plus loin et de creuser un peu plus dans des profils différents. Alors on a essayé d'avoir des profils qui étaient divergents sur leurs réponses et de dégager des questions par rapport à ce qu'ils avaient répondu pour avoir des éléments plus concrets et pour la suite, quoi. Ouais. On a essayé d'avoir un profil qui était pas trop à l'origine, d'après ses réponses, touché par la sécurité émotionnelle, on va dire. Un profil où c'était j'utilise beaucoup la sécurité émotionnelle, mais je m'en sers majoritairement pour ce à quoi... Enfin, les lignes et voiles, pardon. Je m'en sers majoritairement ce pourquoi elles ont été définies à la base. Et une troisième personne où c'était vraiment utilisé en tant que stratégie d'évitement pour des publics qui sont problématiques. Et du coup, on s'est dit que comme ça, on avait un petit peu, entre guillemets, trois points dans le spectre qui étaient intéressants à aller analyser. Sachant que on s'était posé la question de est-ce qu'on devait prendre une personne qui était ouvertement contre ces outils. Mais de par la nature des réponses qui avaient été données dans le questionnaire originel, on sait pas trop... On n'était pas très motivé pour le faire, dans le sens qu'il y avait des arguments qui se contredisaient eux-mêmes, il y avait... Enfin voilà, on s'est dit que ce serait pas très intéressant. On n'apprendrait pas forcément grand-chose, quoi. C'est ça. Quand même dans les champs libres, on avait des réponses qui... En fait, ça sentait vraiment le... Enfin, de toute façon, c'était les irréductibles gaulois dont on parlait tout à l'heure. C'était quelque chose qui était... qui se voulait... Enfin, c'est cliché, mais... quelqu'un qui serait contre des nouveaux outils, peu importe ce qu'on amènerait, en fait. Donc, on s'est dit que l'entretien pouvait être casse-gueule, tout simplement. Et que ça allait pas forcément apporter grand-chose. Donc on a préféré prendre un profil un peu plus modéré là-dessus. Petit point timing, il est 20h11. Ok. Bon, on aura le temps de finir, tranquille. Oui, je pense.
Et donc du coup, bah raconte un petit peu comment toi tu l'as vécu le coup des 10 questions que je t'ai dit. Ouais, on va faire plein de questions. Non, bah je trouvais ça intéressant. Alors après, au final, c'est pas moi qui ai fait les entretiens, c'est plutôt toi. Mais Ouais. en tout cas, on avait préparé les questions ensemble. Et on a rédigé J'avais la pas- synthèse ensemble après, hein, bien sûr. Oui, oui, c'est sûr. Oui, j'ai pas. Allez, déverre de toi. Non, non. Non, je pense que c'était vachement intéressant. On a eu un peu des visions d'horreur pour une des trois participants dedans, je sais plus, au niveau du genre de cette personne. En tout cas, euh, il en a sorti des choses qui ont été surprenantes pour le coup. Ça, c'est sûr. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qu'on met là dans ce paragraphe-là, hein, que les témoignages justement, donc ces 3 témoignages, un particulièrement et un deuxième quand même un petit peu, faut dire ce qui est. Mm. Le troisième, c'était bah, évidemment pas la même situation. Voilà, il y a une grosse influence du facteur genre, du facteur minorité qui va se jouer dans l'approche de ce monde du jeu de rôle et de la manière dont la socialisation se fait dedans. Mais toujours est-il que bah, il y a des très gros enjeux vis-à-vis du fait d'avoir une sécurité émotionnelle, parce qu'il peut y avoir des accidents. Bah, ces accidents, bon bah, soit c'est des accidents en jeu, soit c'est des accidents hors jeu. Mais dans les deux cas, ça peut monter très haut, dans le sens que bah, on a eu typiquement dans les entretiens des questions de menaces de mort, de violence, de comportement ultra discriminant, salissage de réputation, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer de plus horrible, quoi. Juste pour des questions de bonjour, je veux utiliser la sécurité émotionnelle à ma table. Et concrètement, ce qui en ressort, que ce soit donc dans l'entretien auquel on fait référence, où c'était le plus tendu, mais aussi dans un deuxième, celui, le premier que j'ai récolté, où vraiment, quand même, les problématiques elles étaient là, ce qui ressort, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est systémique. Que hors de cadres, de sphères un peu bienveillantes qui peuvent exister à certains endroits en ligne, quand même, la majorité de ce qui ressortait, c'était des situations de violence, alors plus ou moins haut niveau, ça peut être de la simple remarque déplacée, mais jusqu'à des comportements où on mime des actes autour de la table, où on va menacer les personnes, enfin voilà. Donc du coup, là ça a pris un petit peu des voies alternatives, dirons-nous, là où au début je me disais juste, bon bah voilà, on va faire 3 entretiens et on va faire une petite synthèse là-dessus et vas-y, ça va donner quelques arguments en plus pour étayer la première analyse. Là, c'est à peu près le moment, quand j'ai commencé à recevoir les entretiens, où je me suis dit, non, faut aller plus loin, va falloir faire quelque chose avec. Donc j'avais pas encore les idées claires à ce moment-là, mais je commençais à réfléchir déjà un petit peu. Je sais pas comment t'as vécu de ton côté, enfin tu me l'avais un petit peu dit, Johan, vis-à-vis du fait que tu connaissais pas trop la sphère jeu de rôle. Moi, ça m'a étonné, mais ça m'a pas choqué plus que ça. En fait, ça m'a étonné que ce soit genre vraiment aussi présent, dans le sens que la fréquence des événements et toutes ces choses-là, c'était assez effrayant. Mais ça ne m'étonnait pas que ces comportements existent, dans le sens que je connais un petit peu certaines communautés qui sont, pour le dire, problématiques. Bah, c'est sûr que moi, j'avais pas. Alors, Taros m'a fait un peu un historique d'histoire du jeu de rôle que je ne sais pas vraiment. Et dont les débuts sombres de Donjons et Dragons, c'est ça que tu m'avais dit? Ouais, ouais. Où la communauté était particulièrement misogyne, par exemple. Et moi, j'avais pas du tout cette image-là, dans le sens où bah, j'ai toujours fait des jeux de rôle en ligne avec la communauté autour de Taros, donc j'avais pas cette connaissance de. Enfin, du coup, j'avais cette image très bienveillante et très centrée sur la sécurité émotionnelle dans le jeu de rôle. Et oui, quand j'ai lu un petit peu les comptes rendus d'entretien, on peut dire, Ouais. je suis un peu
tombé de haut, on va dire. Je pensais pas qu'il y avait autant de problèmes. Je savais que c'était quelque chose qui arrivait, mais je savais pas que c'était quelque chose qui pouvait aller aussi loin et qui était aussi fréquent et aussi systémique, on va dire. Donc c'est aussi là où j'ai vraiment rejoint Six sur cette idée de vraiment faire quelque chose et ouais, s'en servir aussi pour parler de la sécurité émotionnelle, dire que c'est important et que en fait c'est pas parce que c'était pas là avant qu'on ne devrait pas essayer de normaliser ça et de généraliser ce genre d'outils en jeu de rôle. Voilà. Ouais, parce que je pense que comme tu l'avais déjà un petit peu signalé, c'est le moment où on peut un peu le redire, c'est que là où à l'origine nos questions, parce qu'on a fait 10 questions personnalisées pour chaque personne avec qui on a eu un entretien, ces questions étaient très tournées autour des lignes des voiles et ça a vraiment débordé dans le sens que c'était vraiment la sécurité émotionnelle de manière générale qui était répondue quasiment à chaque question. Et au final c'est normal parce que c'est tout un package et c'est tout ce package qui est rejeté par les personnes qui sont hostiles au fait de je sais pas, voir leur jeu de rôle envahi par des personnes qui ne veulent pas souffrir dans un jeu. Bon. Globalement, ouais. C'est ça leur pire cauchemar. Et du coup, bon, on a cette figure horrible voilà, que j'ai faite qui va peut-être nous permettre d'un petit peu illustrer ces questions-là. Où, donc, avec Johan, on a identifié plusieurs phases. Donc on a vraiment une phase, vas-y, je te laisse un petit peu, parce que c'est toi quand même qui a bien structuré ces questions-là. Toute petite interruption ouais. pour Féline qui nous dit suite de faire un tour sur pourtant elle joue pour voir l'ampleur et la gravité de... Ouais, complètement. Et pourtant elle joue, je le connaissais et on nous a dit justement dans les entretiens, c'est quelque chose qui est revenu aussi, le et pourtant elle joue. Et que en fait malheureusement ce n'est plus mis à jour depuis un bout de temps. C'est triste. Voilà. J'avoue que là vous devez m'éclairer sur... pardon, c'est un site qui mettait en ligne des témoignages alors, principalement de joueuses, mais en tout cas de plein de minorités de genre dans la pratique du JDR. Et ça racontait tout ce qui est arrivé, souvent les premières parties qui ont été horribles, discriminantes, violentes émotionnellement. C'est du coup souvent des joueuses qui racontent les premières parties horribles en public qu'elles ont vécues. Ok, d'accord. Et c'est très dur à lire, à partir du moment où on a un soit peu d'empathie. Ok, bon bah... En tout cas, ça nous amène à cette figure, magnifique figure. Parce qu'en fait, physiquement... c'est ce dont on parle, en fait c'est... Bon, je vais faire mon petit coup théorique de psychologue, voilà. Non, en fait, c'est en lisant les témoignages, ça me fait penser vraiment à la notion de la normalisation, qui est une option, enfin une théorie, enfin un concept en psychologie sociale, qui étudie un petit peu comment une nouvelle norme peut se produire dans une communauté dite. Et en fait, une norme, c'est quoi? C'est un ensemble de comportements, de croyances. Là, la croyance, ça pourrait être que la sécurité émotionnelle, c'est important, et le comportement, c'est j'utilise mes outils de sécurité émotionnelle pendant mes jeux de rôle. Et on peut avoir, du coup, on peut un peu voir ça comme... Il y a une phase d'appréhension, du coup, on va découvrir les outils. On en parlait tout à l'heure, discuter à quoi sert... la X-Card, à quoi sert les formulaires de consentement. Donc voilà, c'est le moment vraiment où la personne va découvrir ça. Donc soit on a un rejet, du coup, avec cette magnifique flèche violette, soit du coup on va avoir en tout cas une ouverture à ça et on va se l'approprier. On va se dire, moi le formulaire de consentement ça me va pas, c'est plutôt les lignes voiles que je préfère faire les lignes voiles, je préfère que ce soit anonyme. On va faire cette petite tambouille en fait avec cette idée globale de la sécurité émotionnelle. Imaginons qu'on a un nouveau joueur qui arrive dans ce groupe qui a maintenant cette
cette tambouille en fait de sécurité émotionnelle en se disant bah je vais avoir tel outil pour assurer la sécurité émotionnelle. On va encore avoir certaines personnes qui vont rejeter cette idée et on va avoir des gens qui vont se dire c'est vachement bien, je vais continuer à le partager et en fait petit à petit du coup il y a un mécanisme où si ça devient la norme, ça sera du coup les gens qui rejettent la sécurité émotionnelle qui vont être tout simplement minoritaires et je vais pas dire discriminés, mais en tout cas ostracisés, on va dire ça, qui vont être un petit peu isolés par rapport au reste de la communauté. Et voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut aussi en faire quelque chose de ce qu'on a fait et c'est important de continuer à sensibiliser sur cette question-là. Et moi, ça me fera de moins de boulot en tant que psychologue plus tard, on va dire. Et ouais, parce que ce qui est ressorti aussi, c'est que dans certains milieux, ça a commencé à se normaliser, hein, notamment des sphères de jeux de rôle en ligne, dans certaines communautés où vraiment ça devenait complètement la norme. Et les personnes qui ne l'utilisaient pas étaient plus poussées vers la porte. La porte virtuelle en l'occurrence, hein, mais voilà. Là où dans des milieux tels que les conventions, tels que les bars à jeux, c'était pas du 100% du tout, quoi. C'était là où il y avait des noyaux durs dans certaines communautés qui étaient au contraire complètement en récusation de ces outils et qui les ont, qui au contraire du coup, là on peut le dire, hein, opprimaient les personnes qui, elles, juste utilisaient ces outils, quoi. Il y avait le phénomène d'ostratisation, de ce que vous racontiez, et de ce que Fortuna Joue peut nous apprendre. C'est aussi un phénomène très conscient de se servir de sécurité émotionnelle comme d'un moyen d'évitement, mais surtout de survie face à ce genre de personnes. Parce que oui, ces personnes, ils sont... Enfin, j'ai employé le mot, mais c'est des personnes dangereuses, quoi. C'est pas seulement... je trouve que le mot problématique, moi, c'est un truc où je me dis, oui, bon, les gens comprennent ce que c'est, mais non, ils sont dangereux, en fait, ces gens. Dangereux pour les minorités, et même dangereux pour le reste de la communauté, parce que ça amène une violence dans ce qu'on rappelle est une activité ludique, en fait, une activité de loisir, qui devrait pas amener de la discrimination, tout ce qu'on veut, de la violence. Oui. Et j'avais pris un petit peu d'avance du coup, hein, sur le fait que pour le moment la gestion de la sécurité émotionnelle, malheureusement, c'est que des initiatives personnelles, ça se fait dans un isolement complet, il n'y a pas d'institutionnalisation du tout des pratiques dans un certain nombre de communautés. Par exemple, des clubs de JDR, des conventions, etc. Il n'y a pas de charte et de choses définies qui permet de cadrer et de dire si en fait toutes les tables doivent utiliser ça, par exemple. Et surtout, il y a une sorte de complicité qui est en place pour maintenir une norme oppressive, violente envers les personnes qui sont en besoin de ces outils, hein, tout simplement. Et je pense qu'en vrai, à peu près tout le monde est en besoin de ces outils. Et par contre, il y a une sorte d'intersection entre plein de marqueurs liés au jeu de rôle qui est en jeu. Par exemple, la sécurité émotionnelle, c'est un outil puissant de rejet, mais il y a aussi toute la question de l'écriture inclusive, de l'inclusivité des minorités, du refus de l'IA générative. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert et qui était amusant de le croiser là. La question d'affirmer qu'on est dans un non-réalisme historique, qu'on fait des jeux qui sont en narration partagée, qu'on prend des libertés par rapport aux matériaux de base. Et toutes ces choses-là permettent de tenir à distance des auteuristes de violence. Le problème que moi j'ai vraiment, c'est que tout ça, c'est des stratégies qui sont vraiment des méthodes d'évitement. Ça devrait pas être normal du tout, soyons clairs, hein. Mais il n'y a aucune lutte active, et ce qu'on nous a témoigné, c'est à quel point exclure des agresseurs, c'était difficile. Vraiment, parce qu'il y avait une complicité, on se serre les coudes entre mecs, etc. Enfin, toutes ces choses-là, tous ces mécanismes-là qui sont
à l'œuvre, le retournement de la situation de la victime, toutes ces choses-là qui sont autant d'outils qui sont utilisés par les agresseurs, quoi. Bah, exact. Enfin, on peut peut-être faire un parallèle. Ça va peut-être être vous allez peut-être trouver le parallèle un peu long, mais le parallèle avec les agresseurs sexuels, hein, le fait que c'est les victimes qui sont blâmées après, c'est exactement pareil ici. Où on va avoir, enfin, on a eu des témoignages comme quoi exclure un joueur, au final, ça va plus mettre en difficulté le meneur de jeu qui va se soucier de la sécurité émotionnelle des joueurs que le joueur lui-même. Et ça, c'est pas satisfaisant. Et on croise les doigts pour que la communauté arrive à évoluer vers le mieux, on va dire. Enfin, ouais, je crois que tu identifiais dans les biais l'écriture inclusive. C'est un retour que vous avez eu, que le fait que le questionnaire comporte l'écriture inclusive a influencé sur les réponses. C'est pas un retour qu'on a eu, mais étant donné que c'est quelque chose qui est ressorti dans les entretiens notamment, que c'était un facteur qui tenait à distance certaines portions de communauté rôliste, bah on se dit que, enfin en tout cas pour ma part, je me dis que peut-être des personnes qui auraient ouvert le questionnaire et qui auraient commencé à avoir de l'écriture inclusive l'auraient fermé instantanément. C'est une hypothèse que je peux pas vraiment écarter, perso. Ouais, je suis assez d'accord, et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime bien l'utiliser, justement. C'est exactement les retours qu'on avait eu. Ouais. Que ouais, mettre ça dans l'annonce de partie, féminiser, utiliser le féminin inclusif pour tout ce qui va être les noms de classe, etc. C'était aussi des très bons moyens d'évacuer des personnes dangereuses. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment sidéré, et je pense que là, on peut peut-être en venir au point justement qui m'a le plus sidéré, c'est le nombre de couches d'adaptation de filtres qui sont mis en place par les personnes qui sont dans le milieu. Et à quel point c'est des filtres qui sont conscientisés. C'est un épouvantail complètement. Mais vraiment, l'empilement de tous les filtres, parce que moi, par exemple, j'avoue que quand je fais mes annonces de partie, bon déjà je le fais pour des petits groupes, enfin je sais que j'ai pas plein de personnes qui vont les lire, mais au-delà de ça, j'utilise l'écriture inclusive parce que je sais que ça peut avoir un effet repoussoir pour des personnes, mais je le conscientise pas plus que ça. Là, en fait, vraiment, il y avait une démarche consciente de mettre des barrières les unes à côté des autres pour juste pouvoir se protéger un tant soit peu, et même toutes ces épaisseurs de filtres-là, c'était pas suffisant, il y avait quand même des problèmes qui arrivaient. Alors avec le temps, de plus en plus de marqueurs qui étaient vus en amont de la partie, même sur des choses telles que ne pas répondre sur un calendrier, ou vraiment des choses comme ça qui nous ont été relevées. Et que, en fait, des micro-marqueurs comme ça suffisent pour déclencher le fait que peut-être que la personne est une personne dangereuse. Et effectivement, visiblement, ça se confirmait beaucoup, quoi. On est en train d'analyser, en tout cas de lire le retour du questionnaire sur les lignes et les voiles que Taros et Ivan ont réalisé, partagé et décortiqué. Et on est en train de parler de toutes les stratégies d'évitement ou de survie de certaines personnes pour éviter tous les dangers qu'il peut y avoir à une table de JDR, que ce soit la misogynie, toute forme d'agression physique, mentale, etc. Oui. Et du fait qu'il y a un rapprochement entre l'utilisation de la sécurité émotionnelle, l'utilisation de l'écriture inclusive et tout un certain nombre de filtres que des personnes mettent en place pour simplement pouvoir éviter, vivre, en fait. Oui. J'ai envie de dire, c'est souvent des stratégies qu'ils ont déjà hors jeu, en fait. Oui.
Et aussi, ce qui ressort, c'est que vraiment, c'est les lieux physiques qui ont le plus de travail à faire. Parce que, en fait, il y a tout un tas de moyens numériques qui nous ont été mis en avant. Hein. Par exemple, le fait de bloquer les personnes, le fait que des communautés, on peut en construire plein, on peut construire des sous-groupes, on peut faire, il y a des messages privés, il y a toute une mécanique qui ne sont pas des outils qu'on peut avoir quand on est en présentiel avec des personnes, où ça peut être des fois beaucoup plus difficile de s'extraire et où il y a la présence physique de la personne en face. Qu'il ne faut pas aussi sous-estimer toutes les questions de juste... mince, j'ai pas le terme, Johan, tu m'excuseras, de freeze, De dissociation. Ouais, Dissociation. voilà, notamment. Où simplement la situation en face est juste pas gérable pour la personne, et voilà. Et du coup, pour reprendre les réactions, il y a une réaction qui dit la réponse est facile, c'est juste de ne rien faire, il n'y a pas de danger. A priori, c'est l'expérience du fait qu'il y a eu des situations dangereuses, que ces personnes ont pris l'habitude, consciemment ou pas, d'avoir tout un tas de repères pour justement éviter que ça se reproduise. Et je pense pas que la solution ce soit ne plus faire de JDR, en tout cas de faire JDR avec d'autres personnes plutôt. Ouais. Parce que c'est un peu triste de se priver d'un loisir à cause de personnes problématiques et dangereuses, même si je comprends complètement que des personnes choisissent cette voie-là. C'est quoi de plus normal? On est là pour un loisir, on est là pour se détendre, on n'est pas là pour subir en fait. Cela dit, je pense que c'est quelque chose qui a dû revenir dans les réponses des personnes qui évitent les conventions, qui évitent les clubs, Ouais. ou qui évitent même certains JDR pour certains univers. Ah ouais, complètement. Et du coup, une autre réaction qui dit, c'est peut-être un peu hors sujet, mais il y a eu une étude qui est sortie sur les problèmes liés à l'utilisation des trigger warnings qui est sortie. Est-ce que ce serait étendable, dans une certaine mesure, à l'usage des lignes et des voiles? L'étude en question laissait entendre que le simple fait d'avoir des lignes et d'avoir des trigger warnings était aussi une source de stress et parfois plus importante que les potentiels effets ensuite durant la lecture ou le visionnage. Est-ce que c'est quelque chose qui est ressorti que... oui, je crois que c'est quelque chose qui est ressorti que la présence de lignes et de voiles était en elle-même une source de stress. Ça a été évoqué, en effet. C'est marrant parce qu'on a eu cette discussion, cette exacte discussion avec Sig, il me semble. Ouais. Quand on discutait de l'analyse et tout. Oui, peut-être que ça peut avoir un effet sur... Enfin, en tout cas, un certain niveau d'anxiété, d'appréhension, on va dire. Mais c'est ressorti un petit peu dans les réponses qu'on a eues, mais j'ai pas le souvenir que ça a été hyper présent. Je sais pas si tu te rappelles bien, si j'avoue que là j'ai un... C'était vraiment un témoignage qui en parlait. Ouais. Parmi les 44 qu'on avait. Je vais essayer de vous partager l'étude en question. Et ouais, moi j'avoue que rien de définitif dans ce que je vais dire parce que j'ai pas poussé autant la recherche là-dessus. Moi ce que je dirais juste c'est que les trigger warnings c'est quelque chose qui nous est lancé à la tête. C'est juste, l'œuvre nous dit trigger warning c'est ça qu'il y a dans l'œuvre. Bon. Les lignes et voiles, il y a plein de manières de les gérer. C'est un outil qui est dynamique, c'est pas un outil qui est statique comme une mention de trigger warning. Et je pense que il peut y avoir la même chose si on met un trigger warning en intitulé d'un scénario. Maintenant, je pense que les lignes et voiles, c'est différent dans le sens que c'est un agrément du fait qu'on ne va pas les jouer. Donc c'est nous qui plaçons le curseur et qui disons déjà je sais à 100% que cette chose-là va me faire du mal si elle est là. Là où un trigger warning ne nous dit rien de l'intensité. Et en fait je pense que les lignes et voiles aussi souffrent peut-être d'un manque d'explication au moment où on les présente pour que l'outil soit vraiment bien employé.
que en fait la personne qui va mettre en scène le scénario explique pour elle concrètement comment elle va utiliser les lignes et voiles. Je pense que si on a ce morceau-là, ça permet vraiment aux personnes de se positionner et de se dire comment est-ce que je vais les remplir. Parce que c'est très différent quelqu'un qui dit les voiles, je vais vraiment juste les mettre peut-être dans les backstories des personnages, mais on va se limiter à ça. Et quelqu'un qui va dire ce sera abordé mais de manière pas graphique. Et je rajouterais aussi que y a quand même un gros point positif des lignes voiles par rapport au trigger warning, c'est que dans les lignes voiles, on est actif. En fait, activement, on dit ça, j'en veux pas. Ça, en fait, c'est déjà quelque chose qui est valorisant pour la personne et qui permet de lui reprendre le contrôle, parce qu'en fait, c'est aussi tout ce qui est post-traumatique, c'est aussi ça, en fait, c'est la perte de contrôle, sur ses pensées avec les flashbacks, la perte de contrôle sur le sommeil parce qu'il y a des réminiscences au moment du coucher ou à travers les cauchemars. C'est une hyper vigilance qu'on contrôle pas non plus. Et en fait, rien que redonner un peu de contrôle aux gens, je pense que c'est déjà quelque chose qui est positif. Surtout si c'est pour réinvestir un loisir qu'ils aiment bien comme le jeu de rôle. Et on sait que dans le stress post-traumatique, on peut avoir un désinvestissement des activités qu'on aimait bien avant. Donc si on peut éviter que les personnes lâchent ce qui leur procurait du plaisir, on est déjà gagnant, quoi. Après là je parle vraiment en tant que psychologue pour le coup, mais voilà. Du coup, on évoquait avant que les outils fonctionnent pas seuls et fonctionnent surtout les uns avec les autres. Pour aller plus loin, en tout cas pour aller avec les trigger warnings, il y a l'outil CAT qui implique de bien mettre en évidence le ton que la partie va avoir, le contenu, bref, le mot MJ ainsi que le synopsis, que tout soit bien clair. Justement éviter cet effet de attention araignée et de pas préciser si ça va être au cœur du scénario, juste un A à côté ou même pas évoquer. Ouais, totalement. Je ne peux que rejoindre cet avis. Et merci pour le lien dans le chat, Féline. Oui. J'ai ajouté un œil, ça m'intéresse très fort. Sinon, donc pour parler un petit peu critique de la sécurité émotionnelle qui en est sortie, donc critique dans le sens violence, hein, là on va pas parler de la critique dans le sens quelque chose de posé, on va parler vraiment de témoignage de ce qui a été les facteurs de rejet un petit peu. Il y avait le dédouanement de toute responsabilité, donc avec des phrases du style « t'avais qu'à utiliser la carte X, pour moi ça ne sert à rien, de toute façon j'aurais jamais parlé de ça ». Un appel à la cancel culture, hein, donc avec des accusations de wokistes qui ont été faites à l'encontre d'une personne, par exemple. On ne peut plus rien dire ici, ça casse l'ambiance, c'est exagéré de l'utiliser pour ça, sous-entendu la carte X. Il faut se détendre, c'est de la bien-pensance moralisatrice. Et enfin, il y a un petit peu cette incantation à ce que l'espace de jeu soit hors du réel, avec des phrases telles que je dois déjà faire gaffe à plein de trucs dans la vraie vie, je veux pas me prendre la tête également en jeu de rôle, non, j'ai pas besoin de tout ça pour jouer, ou il faut être tordu pour penser qu'on va parler de ça. Comme si le jeu n'était pas une extension du réel, mais vraiment quelque chose de cloisonné, quelque chose à part, ce qu'il n'est pas. Oui, parce qu'on vient tous avec nos sensibilités et nos personnes. Ouais. Les amis, par contre, je ne vais pas tarder à vous laisser. Ouais. Oui, il est 20h40. On peut passer, parce que je crois qu'il reste 2 pauvres slides, on peut les passer très rapidement. Moi, si tu veux.
Ouais, donc la question de ne pas juger à partir de quel point est-ce que c'est légitime, considérer que effectivement il y a toute une phase d'appropriation, une phase où il faut expliquer les choses, que les outils ne sont pas à 100% la solution, mais qui sont des appuis qu'on a qui sont importants à avoir. Et je pense une notion sur laquelle il faut appuyer, c'est que la personne qui est susceptible d'être en difficulté vis-à-vis de la scène ne va pas forcément être celle qui va déclencher l'outil. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout le monde autour de la table, parce que cette question de sidération, de contrainte sociale, elle est vraiment présente. C'est vraiment quelque chose qui est revenu assez souvent, à la fois dans la phase 1, mais aussi dans les entretiens. On peut ne pas vouloir s'emparer de quelque chose ou ne pas être capable de s'emparer de quelque chose, donc par exemple appuyer sur une carte X. Donc du coup, faut que tout le monde fasse attention. Et la sécurité émotionnelle, donc j'ai mis cette citation d'une des répondantes. Que la sécurité émotionnelle en jeu de rôle, c'est aussi un média pour aborder des sujets difficiles, un moyen de déstigmatiser la souffrance psychique, un vecteur de conscience quand on en est éloigné. Ça permet d'inciter à la fois à prendre de soin de soi et aussi des autres. Voilà, je sais pas si t'as des petits trucs à rajouter là-dessus. Là, j'avoue qu'il n'y a rien qui me vient. Ok. Je suis complètement d'accord que ce soit l'affaire de tous et pas simplement d'une seule ou deux personnes autour de la table. Ouais. Et pour résumer les derniers arguments qu'on avait pu identifier, les lignes et voiles, c'est quelque chose qui apparaît vraiment comme un dispositif de médiation, pas quelque chose de définitif. Vraiment, il y a besoin d'une conversation autour, mais dans les respects de bien évidemment de la vie privée, etc. Donc par exemple, ne pas prendre la feuille de ligne et voile de quelqu'un d'autre et dire « Hey, tu as les lapins sur ta ligne et voile, pourquoi tu as mis les lapins ?» Mais d'abord demander « Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Est-ce que vous voulez que ce soit privé? Est-ce que... voilà. » Mais bien sûr, ça peut être quelque chose qui soit envisageable, quoi. On n'est pas obligé de se cloisonner à la définition de l'outil. La phase d'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui a été décrit comme pouvant être très long, mais que par contre, une fois qu'on avait un noyau dur qui était atteint, celui-ci bougeait plus vraiment. Et que par contre, il y avait 4 moteurs de mouvement qui pouvaient être identifiés. La question de l'actualité. Donc par exemple, avec un exemple qui nous avait été donné, c'était la crise du Covid. La vie personnelle, donc que ce soit une maladie d'un proche, quelque chose comme ça, des expériences de jeu récentes, quelque chose qui vient de nous arriver et qu'on n'a pas du tout envie de voir à nouveau, donc on va mettre dans ces lignes et voiles, et aussi la question de la confiance vis-à-vis du groupe, donc avec des effets comme on connaît la personne qui maîtrise, et cette personne, on a confiance dans sa manière de gérer telle situation, donc du coup on va baisser quelque chose de par exemple une ligne à voile, ou carrément on va l'enlever des lignes et voiles. Oui, tout à fait. Je sais pas ce que je peux en rajouter en plus encore une fois. Bon, en fait, on a déjà un peu parlé tout à l'heure, en fait. Ouais. Truc. On peut te libérer si tu le souhaites. Eh bien, je pense que je vais vous laisser là. C'était un plaisir de pouvoir discuter de ça. Et Oui, merci beaucoup d'être passé et d'avoir pris de ton temps pour en discuter avec nous. Ouais, en tout cas, profitez bien. Je vais vous laisser sur ça. Et bien à la prochaine. Et à Bonne soirée. la prochaine. Ciao, Bonne soirée. merci d'être Salut. passé. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Et encore une fois, merci à toutes et tous pour vos interactions. Il y avait les réactions sur les trigger warnings, donc avec le fait que le trigger warning était un petit peu basique et assez peu expliqué. Je crois que ça m'est arrivé une fois d'avoir des trigger warnings expliqués, mais c'est vraiment très très minoritaire. Et donc du coup, je vais juste, pour clore cette grande partie qu'on aura eue ce soir, parler de la suite, parce que je ne l'ai pas fait.
Donc l'idée, c'est que on a eu donc 3 entretiens qui ont été faits. Ces 3 entretiens étaient assez conséquents. On a tout de même au total quelque chose qui est de l'ordre de 21-22 pages de texte, de juste retranscription de l'entretien, des entretiens, avec 3 personnes différentes donc qui ont donné leurs opinions, leur raisonnement et leurs témoignages sur les questions. L'idée, c'est de pas juste les laisser pourrir, s'invisibiliser quelque part, les mettre dans un dossier que personne ne regardera ou quoi. Mais c'est un travail qui va me demander un peu de boulot, justement. Dans le sens que les 3 entretiens vont être repris et refilmés. Donc les entretiens, c'est des entretiens qu'on a eu par écrit avec les personnes. L'idée, c'est de trouver 3 doublures qui soient du coup 3 personnes que je connais et que je peux faire venir à différents endroits pour qu'on puisse enregistrer ça. Et qu'on enregistre les textes. Donc vraiment une vidéo avec très peu de gros montage et très peu de moi qui parle. Moi, juste pour dire les questions, faire une mini introduction et une mini conclusion. Mais autrement que je me taise. Et que on laisse parler les entretiens, en fait. Donc pour le moment, là où ça en est, les entretiens ont été anonymisés. On a le feu vert de 2 personnes sur 3 et la 3e personne est en train de faire les relectures en ce moment pour vérifier que ça a été bien anonymisé. Sachant qu'en termes d'anonymisation, ce qui a été fait du coup c'est retirer toutes les mentions à des jeux, à des choses comme ça, à des je suis possiblement auteuriste de machin, je suis joueuse sur telle communauté, voilà. Ce genre de choses. Tout passer en plus ou moins neutre, dans le sens qu'on n'a pas de neutre en français, mais utiliser le pronom IL partout, quoi. Pour éviter de trahir le genre de la personne. Et également supprimer certaines tournures de phrases qui sont caractéristiques, par exemple, de la personne. Genre une tournure de phrase que la personne utilise tout le temps. Au cours de ces échanges et qu'on peut constater aussi soit sur ses réseaux, soit etc. Modifier ces tournures de phrases pour les rendre beaucoup moins visibles. Et quelques corrections à la marge, bien évidemment, sous réserve d'acceptation des personnes, encore une fois, pour simplement faciliter le passage à l'oral. Certaines phrases qui étaient longues, les découper en 2 ou 3, changer quelques petites choses de ponctuation, remplacer un mot par un autre sans changer le sens à chaque fois. Voilà, et c'est à peu près là où on en est. Aucun rebond, désolé. Non, désolé, j'espère avoir assommé personne. Merde, je suis en train de me dire, ouais, c'est cool. mais Oups. Ça, tu voudrais le mettre en ligne, in fine, hein, c'est ça? Ouais. L'idée, là, c'est vraiment filmer ça et mettre ça en ligne sur la chaîne principale. Okay. Parce que c'est là que j'aurai le plus de potentiel à faire diffuser ça et donc du coup à transmettre tous les enseignements qu'on peut en tirer, quoi. Et je pense que c'est plus parlant si c'est les témoignages directement qui sont mis plutôt que moi qui blablate encore sur ouais, regardez, on a fait telle étude et on a sorti ça. Bon. C'est toujours mieux de laisser parler les concernés, même si là, bon, du coup, c'est pas les concernés directement qui parlent, vu que c'est par plusieurs filtres d'anonymisation, mais ça reste leurs propos, quoi. D'accord, on a des personnes curieuses de voir la vidéo dans le chat. Ouais. Bah moi, je suis curieux de voir comment je vais réussir à la faire. Parce que pour le moment, j'ai que 2 doublures et pas 3, donc il va falloir que je trouve une 3e doublure. Et c'est pas le plus simple. Et ensuite, il faut que je trouve un
un cadreur ou une cadreuse qui soit disponible en même temps. Voilà, ça va être un petit peu d'organisation. Et je n'ai malheureusement pas beaucoup de logistique autour de moi actuellement pour pouvoir le faire. Donc on va voir. Mais ouais, l'idée ce serait de faire ça avant fin août. Donc si vous voyez ça, pourquoi pas juste enregistrer leur voix parce que j'aime bien me fixer des critères qui sont pas atteignables, hein, c'est tout. Non, je plaisante. C'est juste... Alors, pourquoi pas juste enregistrer leur voix si on parle des personnes. Il y a des personnes qui simplement étaient pas à l'aise avec le fait d'avoir leur voix enregistrée, hein, qui préféraient répondre par texte. Et du coup, je me disais faire quelque chose avec typiquement un cadrage, je vais être cliché quand je vais dire ça, mais un cadrage un peu télé avec, comme c'est le cas dans les interviews, quoi. Tu parlais d'enregistrer la voix d'un comédien. Bon, ça c'est vraiment pour des soucis de... une vidéo sur YouTube, sans la vidéo, il y a plus de gens qui passent. Dans le sens que les gens qui vont rester, c'est des gens qui vont déjà être concernés. Tandis que là, il y a peut-être des moyens d'accrocher autrement. Là, c'est vraiment des pures questions de diffusion. Et espérer toucher, en fait, en dehors d'un cercle de personnes qui sont déjà convaincues que la sécurité émotionnelle, c'est super important. Parce que c'est un petit peu ça que j'espère faire. C'est de me dire, au moins quelques personnes qui sont... pas hostile complètement à la sécurité émotionnelle, mais qui sont à se questionner ou à dire bon c'est quoi ces outils là, qu'elles comprennent en fait vraiment qu'il y a des enjeux derrière, qu'il y a des enjeux qui sont très importants et que c'est des problèmes qui sont systémiques. Je me dis c'est plus facile d'accrocher avec une vidéo, etc. quoi. On propose, enfin on te propose pardon dans le chat d'utiliser un text-to-speech de Google. Oui. Et moi, j'allais te proposer une chaussette, du coup. Mais je suis d'accord sur le fait que les comédiens, comédiennes, ça touche, ça touche plus. Et pour le moment, les deux personnes que j'ai trouvées sont très motivées pour le faire. Quand je leur ai expliqué, quand je leur ai montré le contenu des entretiens, c'est des personnes qui sont très engagées aussi par ailleurs et qui souhaitent vraiment faire avancer tout un tas de causes. Dont celle-là du coup, et qui m'ont dit bon bah ouais go on fait ça, et qui sont trop motivés quoi. Donc c'est pour ça que je me dis aussi il reste entre guillemets qu'une seule personne à trouver, limite si j'ai pas de cadreur cadreuse je peux faire sans quoi, ça va être juste moins pratique, mais on va se débrouiller quoi. J'avais proposé, n'hésitez pas si ça vous hype à travers la table. Si ça vous hype dans le chat, j'avais proposé qu'on analyse la théorie LNS. J'ai vraiment toujours la proposition troll. Aïe aïe aïe. Donc on rappelle ludo-narrative simulationniste, les 3 supposés angles du JDR. Est-ce que on se garderait pas ça pour l'épisode 12 qui est l'épisode anniversaire du lancement? Oh ouais, complètement. Bah, je garde mon article troll alors de PTG-PTB sur le sujet. Oh mon dieu, des anniversaires déjà incroyables. Et ouais. Attends, ce sera le 12 du coup? Ce sera le 12e au mois d'août, ouais. Mais les 1 an, c'est pas genre le maintenant ou le prochain du coup? Techniquement, ce sera en août, parce que le premier, on l'a fait en août. Ok. C'est juste qu'il y avait 13 intervalles, mais on en a sauté un, du coup ça fait 12, donc 12 égale 12, et voilà. Les mathématiques. Vous en faites pas, je suis en doctorat, je fais des maths. Il y a une Tout partie est sous de moi contrôle. Il y a une partie de moi qui arrive pas à comprendre pourquoi 12 et 13, mais c'est pas grave. C'est pas une science exacte, de toute façon. Non, c'est parce que 12 points dans l'espace, t'as 13 intervalles entre, voilà, c'est...
Enfin, t'as Ok. t'as 13 points, mais t'as 12 intervalles, c'est l'inverse. Pardon. Ok. Donc, du coup, techniquement, ça fera 13 mois qu'on a commencé, mais... Enfin, ça ferait 13 épisodes qu'on a fait, ça fait 12 mois qui sont passés, parce que les mois, c'est les intervalles. Mais du coup, on devrait être au 13e épisode, sauf qu'on en a sauté un en décembre, donc du coup, voilà. Merci beaucoup. Je propose aussi à l'intersection de la table, hein, du coup, où du coup, ce sera des questions mathématiques qui seront discutées. Intersection de la table. Moi, du coup, avec tout ça. Après, on peut aussi faire l'union de la table, hein, qui peut soit parler de maths, soit parler de révolution, au choix. Je sais que tu avais marqué ce émotion en JDR, attente PJ MJ. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Ah, mais ça fait au moins 5 mois que c'est là, celui-là. Voilà, c'est pour ça, je pense. Ça risque d'être très rapide parce que je sais que moi, ce que j'attends d'une partie de JDR, c'est assez différent de ce que d'autres personnes attendent d'une partie de JDR. Et notamment, en tant que joueur, j'ai souvent une posture un peu en retrait, et du coup, j'attends moins d'émotions et moins d'investissement émotionnel de ma part dans du JDR. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui attendent que ça dans un JDR. Et c'est l'idée de parler un peu de ça, de voir ce que vous attendiez, ce que toi t'attends. Je sais que les émotions, c'est plus important. Ça revient en tout cas plus dans le système et de tout ce que tu as créé que de mon côté. Et bah cette Et voilà. question, j'en ai aucune fichue idée de ce que j'attends quand je lance un jeu de rôle. C'est ça qui est beau. Non, si je devais répondre un petit peu de manière un peu exhaustive, je dirais que mes attentes sont pas les mêmes quand je joue et quand je raconte. Quand je raconte, ce que je veux, c'est voir la créativité des personnes en face de moi, vraiment. Et voir comment est-ce qu'elles vont réussir à démêler les ficelles que je vais lancer. Genre vraiment, je vais lancer des ficelles. Je vais lancer des ficelles sur la table. Et je vais Excuse-moi, un regarder tout comment petit les gens s'en instant. saisissent. Ouais. T'es zen, non? Parce que j'ai le bot qui vient de censurer mon coloc et ça me fait vraiment, vraiment très très rire. Hein. Ouais, mon coloc qui est hop, signifie sa désapprobation. On va autoriser ce message. Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu pour. Y a pas de souci. Mais ouais, en ce qui concerne quand je guide une partie, c'est vraiment, je vais balancer des ficelles et je regarde comment les personnes les détricotent. Et ça me fascine. Et sinon, quand je suis joueur, bah en fait, je suis pas joueur souvent. Mais sinon, j'ai un petit peu cette même posture que toi, dans le sens que j'aime bien me mettre en retrait et regarder ce qui se passe. Et prendre des notes. Ouais, aussi. Mais le problème, c'est que j'ai eu très peu d'occasions pour le faire, dans le sens que les quelques groupes dans lesquels j'ai joué, la plupart du temps, du moins dans mes expériences qui sont pas toutes récentes, c'était souvent, il fallait qu'il y ait une personne qui prenne un petit peu la position de pas dirigeant du groupe, mais plus à pointer des pistes de résolution. Et du coup, un petit peu cette place de stratège, de je sais pas trop comment l'appeler. Parce que aussi, c'était des jeux qui étaient un peu orientés résolution de problèmes et combats. Où vraiment le scénario était avancé comme une espèce de gros puzzle à résoudre. Voilà. Je suis désolé, Mélodie, j'ai complètement loupé. Tu demandes pourquoi le faire alors, mais j'ai complètement loupé sur quoi tu réagissais. C'était vis-à-vis de moi qui disait je sais pas pourquoi j'en fais. Ah oui, oui. Bah, du coup, de mon côté, quand je suis joueur, j'aime vraiment beaucoup me mettre dans le fond et contempler les choses, hein. Prendre des notes et dans à peu près 100% des cas, je suis complètement perdu sur ce que je suis censé faire, sur comment je suis censé jouer mon personnage, hein. Et ça me sort toujours très très fort de ma zone de confort, hein.
Je Et me- je pense que je suis plus apte à ressentir les émotions de la table quand je suis MJ que quand je suis joueur, du coup. je me permets juste un tout petit retour sur le pourquoi le faire. En fait, c'est. Je sais pas pourquoi je le fais, mais c'est pas pour autant que ça me procure pas des émotions ou voilà, mais c'est juste, je sais pas en analyser l'origine. Ça, j'en serais bien incapable. Je pense qu'il me faudrait beaucoup plus de pratique côté joueur pour pouvoir le déterminer, et côté MJ, c'est vraiment ce truc de démêler le truc. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire du côté être perdu en tant que joueur. Parce que c'est quelque chose que je ressens aussi pas mal. Je vois les personnes qui sont autour de moi, qui jouent, qui sont très à soit être à fond dans leur personnage, des fois lui donner une voix, ou alors une certaine manière de s'adresser aux gens, respecter complètement la psychologie de leur personnage tel qu'ils l'ont défini au début. Et moi, en fait, genre, j'ai l'impression de pas y arriver. Donc du coup, j'essaie de me mettre un peu en retrait. Et je sais pas si toi, c'est la même chose de ce côté-là, ou si c'est vraiment plus, comme tu le décris, une question de sensibilité de la table qui est différente. Non, je suis assez d'accord. L'impression de ne pas réussir à jouer, je trouve vraiment maîtriser infiniment plus facile que jouer. Euh, du coup, ouais, c'est pareil. Cette espèce de peur de devoir interpréter un personnage, hein, qui est très, très ironique, hein, pour le coup. Oui. Mais du coup, ouais, c'est vrai que j'ai j'ai fait du coup une partie il n'y a pas si longtemps où les émotions, c'était le cœur du scénario. Et même plus que ça, puisque nous avons incarné un trio dans un triangle amoureux. Une partie qui était du coup, alors, ma zone de confort, la partie, Ouais. globalement. Et mais alors par contre, c'était vraiment très très chouette. Tiens, je me rends compte juste d'une chose. Est-ce que tu peux couper ton partage d'écran? Ah oui, complètement. Comme ça, vraiment, ça devrait nous mettre côte à côte. Euh... Hop, voici. Tac, voilà. Oui, du coup, j'essaie et je vais essayer de plus en plus de jouer mieux, du coup. Ou en tout cas de jouer différemment et de découvrir de nouvelles choses. Et très chouette, hein, la partie triangle amoureux. C'est quelque chose que tu as bien vécu, du coup, malgré le fait que ce soit C'était des, hors de ta zone de confort. c'était des personnes que je connaissais bien, en qui j'avais toute confiance. Ok. Et il y avait des garde-fous. On avait une personne aussi qui était là pour servir de MJ ou facilitatrice, hein. Mais ouais, c'était quelque chose. Par contre, alors je peux pas trop en dévoiler parce que je sais qu'il y a des gens dans mon entourage qui normalement devraient y jouer par la suite. En tout cas, Ok. il y a des moments de tension ou en cas d'implication où là, pour le coup, j'ai vraiment ressenti des choses. C'était vraiment très très fort. Je pense que ça fait partie des parties les plus fortes que j'ai pu vivre avec aussi une partie d'Alice is Missing où les émotions, en tout cas l'attachement était très très fort. Ok. Les Six Missing, j'en ai entendu déjà parler plusieurs fois, effectivement. Bah, je recommande, vraiment très 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 fort. Mais du coup, toutes les personnes qui nous écoutent, c'est quoi vos attentes quand vous vous lancez dans une partie? Est-ce que c'est, je sais pas, bah, du coup les trucs clichés, mais vivre une aventure, vous bastonner, empiler des stats, vivre des émotions, découvrir des choses. N'hésitez pas si vous avez des retours. Après, ce que tu disais, c'est que ça change sûrement. Ça dépend des moments, ça dépend des jeux, ça dépend des groupes. Oui, bien sûr. C'est pas simple de faire passer des émotions, je suis d'accord. Très loin de là. Et souvent même, on veut faire passer certaines émotions, et en fait, c'est pas du tout celle-là qui passe, ou alors elle passe que pour une partie du groupe. Parce
Il y a plein de choses en jeu parce qu'il y a à la fois la manière dont on présente les choses, mais il y a aussi la sensibilité des personnes qui sont face à nous et leur disposition mentale à ce moment-là. Ça m'est déjà arrivé d'essayer de faire passer une scène de tension extrême et c'est juste des rires qui en sont sortis. Mais en soi, du coup, c'était très fun. C'était pas prévu, mais c'était très fun. Ah, attends, mais c'est dans tes attentes dans une partie du coup, Dazen. Non mais d'écrire ça sert à rien, vous tracassez pas avec ça. Bah du coup, j'avais fait des sondages fut une époque sur Discord. Et j'ai aucune... Ah, j'ai tout coupé. Attendez, il y a peut-être plus rien à l'écran. Mince. Est-ce que je suis capable de retrouver ce sondage? C'est pas sûr. Je sais que, bah, si tu veux, je peux meubler un petit peu. De mon côté, j'avais aussi posé la question sur mon serveur. Et ce qui était ressorti concrètement, c'est que... Donc il y avait découvrir un univers qui était arrivé en tête. Avec aussi l'idée de s'échapper dans un autre monde, trouver du lien social, vivre des émotions, qui arrivait en deuxième. Ensuite, avoir une bonne histoire. La créativité des participantes. Et ensuite, beaucoup plus marginalement, les moments de roleplay, les énigmes, jouer avec le système et jouer à être autre que soi. Celui qui sort le plus, ça c'était quoi? C'était découvrir un univers. Ok. Moi, je pense que c'est ce qui me drive le plus. Mais qui fait que j'aime tout autant jouer que lire un bouquin de JDR du coup. Et oui, je suis d'accord que le roleplay, c'est pas quelque chose d'aisé. Je connais des personnes qui s'y fondent extrêmement bien et c'est impressionnant. J'ai retrouvé le sondage en disant le mot-clé émotion, que du coup je n'utilise pas si souvent que ça. Et le premier commentaire qu'on me dit, c'est que je n'ai même pas mis dans le sondage ressentir des émotions très 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 fortes. Ok, bah du coup, le sondage de notre côté, c'était qu'attendez-vous d'une partie de JDR, des défis, combats, épreuves, etc., des séances de roleplay, une bonne histoire à suivre, des énigmes à résoudre, un lien social pour passer un bon moment et progresser dans le jeu, GD, optimisation, etc. Ce qui ressortait le plus, outre que j'ai oublié les émotions, c'était une bonne histoire à suivre et un lien social pour passer un bon moment. Les deux étaient à ex aequo. Ok. Et il y a eu très peu de votes pour les défis et la sensation de progression. Ouais, concrètement, le lien social dans nos deux communautés, c'est ce qui est ressorti, quoi. Et qui est du coup très, très corrélé à nos façons de jouer, je pense. Je pense. Je pense que ça en dit beaucoup plus sur notre manière de mener les parties que... Est-ce que je rattrape juste un peu ce que j'ai loupé. Impliquer mes joueuses pour qu'ils soient contents, triompher dans l'adversité, mettre moult adversités. Avoir une jolie histoire et tout le monde autour de la table est concerné. Le RP. Oui, pour tout, tout est plus facile quand on a MJ. Je suis en train de regarder. J'ai sur une étagère là au-dessus de moi les différents tomes de la collection Sortir de l'auberge de Lapin Marteau.
Je crois que les 2 tomes qui concernent le fait de jouer sont plus épais que le fait de maîtriser. C'est marrant quand même. Moi, qui sont sortis en premier, donc il y a aussi le fait qu'ils sont une progression dans l'écriture. Aussi, possible. Et ouais, je me demande à quel point nos réflexes de jeu conditionnent la réponse des personnes autour de nous, dans le sens à quel point on modèle les attentes des gens en jouant d'une certaine manière. Après, je sais, c'est des personnes qui sont un peu moins présentes sur notre Discord de notre côté, mais on avait des personnes qui adoraient vraiment les stats, la progression, et qui avaient vraiment repris beaucoup de listes de sorts, de listes d'armes, et qui avaient implémenté tout ça dans Neverwhere. Il y avait d'autres façons de jouer qui étaient présentes. Et j'ai encore des documents interdits et illégaux qui contiennent des listes d'armes, quelque part. Enfin, illégaux dans le sens où on avait dit pendant très longtemps qu'il n'y en aurait pas sur Neverwhere. Mais elles existent, elles sont même utilisées parfois. Même des listes de sorts. Rendez-vous compte. Oh, on a une question de Lupa. C'est quoi la partie de jeu dont vous êtes le plus satisfait des émotions et sensations que vous avez transmises? Racontez l'histoire. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête? Pas pour le moment, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Ok, bah... il y a une partie qui avait été assez marquante. C'est une vieille partie qui s'était déroulée dans une cave d'un barrage strasbourgeois. Où mes joueurs et joueuses ont revécu l'origine story de Neverwhere, me semble savoir. Et c'est une partie où j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors, j'avais beaucoup de personnes déshabituées autour de la table. Des gens en plus qui étaient plutôt rompus au JDR. Moi, je jouais en mode facile, du coup. Ce que ces personnes ne savaient pas, c'est qu'elles allaient incarner des soldats, des soldates avant la création de l'Empire. Et du coup, c'est des personnes qui sont venues avec en tête ce que l'Empire d'Ébène deviendra dans Neverwhere, et qui du coup l'ont vécu. C'était assez chouette parce que vraiment, on a joué donc un groupe militaire. Ils ont tiré leur rôle un peu au sort. Il y a des personnes qui étaient un peu moins à l'aise, qui se sont retrouvées du coup très gradées, qui ont eu comme premier réflexe de réorganiser, de déléguer un peu leur pouvoir. Enfin, il y a eu vraiment toute une partie appropriation du jeu, de l'espace du jeu. Il y avait un grand tableau blanc, on faisait des briefings dessus. C'était vraiment très très cool. Et c'est cette partie du coup qui a petit à petit revécu la fin de la Grande Guerre qui est à l'origine de Neverwhere. Et la fin était un peu... Enfin, en tout cas, moi j'ai versé une petite larme. Il y a d'autres personnes qui ont versé une petite larme dans cette partie, une partie qui était très chouette. On a revécu du coup la naissance de l'Empire d'Ébène et de l'intérieur. C'était cool. Grâce à ce temps que j'ai pu acheter ainsi, j'ai pu retrouver une anecdote, moi aussi, à raconter. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, un jeu de rôle de découverte intitulé Le Voyage. Donc en gros, histoire, vous êtes sur un bateau avec un petit équipage. Et alors que vous êtes en train de passer un cap, il y a une espèce de grosse brume qui commence à enserrer le bateau, donc vous le voyez entre elles, il y a des mâts partout, décharnés, etc. Bref, c'est un cimetière de bateaux. Et en fait, il y a une espèce d'énorme gueule qui sort de l'eau et de la brume pour essayer de vous aspirer peu à peu. Donc avec toute une scène où on se pose la question, qu'est-ce qui se passe, etc. On voit des signes que tout ne va pas bien, les coques sont un peu disloquées, rongées, etc. Bref, l'équipage arrive à s'en sortir, échoue sur la plage. La plage est une plage assez particulière, donc il se retrouve sur une île, donc une espèce de huis clos océanique, en quelque sorte, avec cette espèce de brouillard qui est tout le temps là. Des créatures multiples qui se baladent, pas nécessairement hostiles, mais
qui peuvent l'être si jamais on les fixe trop longtemps ou si on va les embêter sur leur territoire, quoi. Et ils trouvent une personne de petite taille qui ne parle pas leur langue, mais qui est ingénieur et avec un très grand doigté, et qui construit plein de petits dispositifs et qui en fait a pour projet de simplement couper les fils qui retiennent la grande gueule qui était dans l'eau et qui avait essayé d'aspirer le bateau, pour en gros régler le problème dans cet endroit-là et partir. Et en fait, donc le JDR se passe, etc. Et il y a ce moment à la fin où le personnage en question part, parce que il a terminé sa mission, il va s'en aller sur son continent, et il y a cette scène de séparation qui est très mélancolique et très nostalgique, et vraiment les joueurs ont pleuré, en mode mais du coup on va le laisser tout seul et il va repartir et c'est tout, et après c'est fini. Voilà. Du coup c'était vraiment une partie très très cool. J'ai une autre anecdote, je sais pas si est-ce qu'on a le droit de raconter? Ah vas-y. Moi je suis tout oui en tout cas. Du coup, sur un autre registre d'émotions, j'ai une partie où j'ai provoqué la colère, hein, et j'en étais très content. Pour remettre le contexte, une des vieilles... c'était une anecdote inédite en plus, on dirait, Tarantino. Ouais. J'ai fouillé. C'est autour de la table que vous l'avez entendu en premier. Ouais. Du coup, une vieille partie, une vieille campagne, une mini-campagne, une suite de scénarios. Non, c'était une campagne, je pense, à l'époque. Une partie où mes joueurs-joueuses s'étaient retrouvés enfermés, pris au piège dans une machination politique et allaient payer pour des choses qu'ils n'avaient pas fait, il me semble. En tout cas, ce groupe a testé tous les modes d'emprisonnement possibles dans l'Empire d'Ébène. Et il y a un moment où ils étaient interrogés et j'avais enfermé mes joueurs-joueuses dans une pièce sombre, la cuisine. Il faisait relativement plus frais que dans le reste de la maison, il n'y avait pas du tout de lumière du coup. Et je les sortais un par un pour les interroger. Et ils ont resté un peu trop longtemps dans cette cuisine. Mais la dernière personne qui les a rejoints y arrivait avec un tapis de fourrure, enfin de la fausse fourrure, vraiment genre un plaid sur les épaules, une tasse de chocolat chaud et même presque une petite bougie. Et ils ont compris instantanément que cette personne les avait balancés. Et la réaction était très très fun. Du coup, Mélodie qui dit le fait que ces deux parties de MJ sur le même scénario n'ont pas abouti à la même chose, avec les mêmes informations, pourtant cela semblait avoir bien plu. Qui ait pu assister, je confirme, c'était très chouette. Et je trouve ça vraiment très rigolo d'avoir le même scénario, le même prémisse et des fins différentes. Dazen qui nous dit, à y réfléchir, je crois que de mon côté, c'est une fois où un de mes PJ a découvert que la PNJ qui lui pourrissait la vie depuis 3 scénars était en fait sa fille et qu'il a pu undercover tout un lore de drame familial que j'avais bricolé pour son personnage. Oh. Et Lupa qui nous dit je me souviens d'une partie dans un environnement hostile avec des créatures venues d'un autre monde qui nous attaquaient en meute pendant la nuit à notre insu. J'étais réellement terrifié ne voyant aucune solution de secours. Une émotion très forte, et je ne sais pas si c'est cette émotion qu'on devait ressentir, mais j'ai fait une partie avec quelqu'un d'ailleurs dans le chat, une partie d'un JDR OSR qui voulait émuler les tout premiers Donjons et Dragons, où nos personnages ont pris une direction, on a joué pendant 4-5 heures, on a affronté 1000 épreuves, on a fait mourir plein de fois, c'était littéralement un enfer d'avancer. Et à la fin, on arrive dans une grotte, on explore une montagne, et le MJ nous décrit une voie sans issue. Et il y a vraiment toute une cascade d'émotions qui est passée dans ma tête, en mode, est-ce qu'on a fait tout ça pour absolument rien? Il le savait depuis le début, il nous a laissé faire, c'est ça l'OSR? Je sais pas si c'était ça que je devais ressentir, mais les émotions étaient très fortes.
Hmm. Dieu merci, ce n'était pas... Il y a eu un passage secret que nous avions loupé. Mais oui, une partie qui a été très difficile. Tiens, est-ce que tu veux lire Oh, oui, le oui, retour de Mélodie j'allais te proposer de le faire, effectivement. Donc, de Mélodie, j'ai eu un MJ qui m'avait autorisé à regarder sa partie durant le début de l'écriture de mon JDR. Et il m'a dit que je peux faire tout ce que je veux. Je ne serai jamais prête. C'est qu'il faut juste se lancer. Et ma première partie, c'était de l'improvisation totale. La boucle est bouclée. Ouais. Je crois que la terreur a été une des émotions les plus ressenties dans tes parties. Mais... c'est pas vrai d'abord. Enfin... je sais pas. Bah, vu que je t'ai lancé sur un de tes propres sujets, je t'ai littéralement mis au bûcher, tu peux me faire la même chose si tu le souhaites. Ah, il y a des trucs rigolos. Putain, où en est le manuel là? Aïe Aïe, aïe, je l'avais vu. Ce manuel, il a beaucoup trop de chapitres, hein, comme vous pouvez le voir. Ça devient terrifiant. Donc, j'ai fait de la restructuration dedans, j'ai changé des choses, etc. Mais je trouve que l'angle que j'ai actuellement est beaucoup plus sympa. Globalement, on a une première partie préface, voilà, qui commence par « Je n'étais pas destiné à écrire un jeu, alors pourquoi tu le fais en fait ?» Bah voilà, il faut visiblement 4 pages pour y répondre. Une introduction ensuite, donc bah en gros, qu'est-ce que c'est le jeu, de quoi on va parler, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle et tout. Parce que le but c'est qu'à peu près n'importe qui puisse prendre en main un tel jeu. Une partie pour découvrir l'univers avec des nouveautés qui sont par exemple le fait que l'intégralité des entités tutélaires ont été décrites et l'intégralité des ethnies qu'il est possible de jouer également, et les magies avec un magnifique tableau qui liste les magies, ça c'est tout nouveau. Oh. Voilà, qui sont les différentes écoles de magie auxquelles on peut avoir accès et qu'on peut jouer au fur et à mesure de nos parties. Voilà, pour avoir une petite section un peu présentation de l'univers, donc avec une grosse partie encore manquante, où ça va être expliquer qu'est-ce que c'est que le continent, qu'est-ce qui s'y passe, etc. Voilà. Parce qu'on joue sur un seul continent, sur les 7 qui sont sur la planète. Et l'idée, c'est après d'écrire les autres à d'autres endroits, et que comme ça, si on a envie de les jouer, on a juste à relire cette partie-là, mais le système est jouable sur n'importe quel continent, quoi. Donc c'est pour pouvoir avoir une espèce de zone contrôlée simplifiée dans laquelle tout se passe au début, et après on peut étendre à d'autres trucs si on a envie. Les DLC sont déjà prévus. On a une partie qui est sur construire la narration, donc comment est-ce que on fabrique à la fois côté joueuse et côté conteuse l'histoire. Avec toutes les étapes qui sont un peu importantes et un peu singulières à ce jeu, donc le fait de questionner le ressenti des différentes personnes autour de la table, à quel point le fatalisme est quelque chose qui est exploité, mais pas dans un sens négatif, mais comme un moteur à la résilience et à la lutte. Toute la question autour de l'étrange, le rapport au rêve qui est quand même assez présent dans ce jeu, la continuité du jeu entre les parties, comment adapter les scénarios qui existent, comment créer ses propres scénarios avec différentes méthodes, etc. Comment réfléchir à faire des scénarios qui prennent en compte tous les aspects sociétaux, etc. Des aides à l'improvisation, tout ça c'est pas fini, hein, les grandes lignes sont là mais tout n'est pas encore rédigé. La gestion des conséquences narratives entre les parties et entre les scénarios. Ensuite nous avons une partie système de résolution qui elle est la partie la plus achevée, et je n'aurais jamais cru dire ça à la base, hein. Parce que vraiment, pour moi, le système de résolution, c'est vraiment le truc que je mettais en dernier.
Donc me dire que c'est terminé en premier, ça me fait bien rire. Mais ça l'a été parce que bah, je vais me retrouver à jouer des parties dès vendredi prochain. Où bah, du coup les mécaniques de jeu vont être mises en place et tout. Voilà. Et donc du coup les parties que je pouvais me permettre de improviser, etc. machin sur le scénar, bah, ça je les ai pas écrites. Mais les parties où c'était les lancers de dés, les tableaux, etc. Tout ça il a fallu que je le fasse. Et surtout, on a déjà fait un passage avec les joueuses et joueurs en question sur tout le système. Et donc, du coup, j'ai eu plein de retours que j'ai pu utiliser pour restructurer tout ça. Donc, un système qui explique pourquoi est-ce qu'il existe tel qu'il existe, à quoi servent les règles. Et ensuite, bon, bah, voilà, des figures pour expliquer comment on remplit la fiche de personnage. Des petits tableaux pour expliquer à quoi servent les compétences. Cette concept d'entité tutélaire et antagoniste qui nous observe en permanence. Comment est-ce qu'on résout un test aléatoire dans le jeu, les différentes variations qu'il y a sur ces tests, comment on gère l'état de santé, les phases annexes, parce que du coup il n'y a pas qu'une phase de jeu, il y a 3 phases de jeu, il y a le monde réel, le campement et le monde éthéré. Comment est-ce qu'on gère les personnages non joueuses, la panique. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Comment on gère la magie? Comment on gère les familiers? Les tempéraments, ça c'est pas du tout fini. Le deuxième système vraiment qui coexiste dans le jeu. Et ensuite, bon, bah, toute la partie comment créer son personnage, mettre les valeurs chiffrées, etc. Choisir ses entités, toutes ces petites choses-là. Et en dernier, une partie qui est massive, parce que c'est lancer sa partie, donc c'est vraiment décomposer toutes les étapes de... bah, une fois qu'on connaît un petit peu l'univers, qu'on en a eu un aperçu, qu'on sait un petit peu comment est-ce qu'on va faire la narration, et qu'on sait comment on utilise le système de résolution, bah, concrètement, comment est-ce qu'on met en place le jeu, comment est-ce qu'on le maintient sur la durée, et comment est-ce qu'on le termine. Donc du coup avec toute la théorie derrière de bon bah voilà comment est-ce que le jeu se définit lui-même, à quoi ça sert au sein du jeu pour pouvoir expliquer toutes ses composantes et comment ça s'interconnecte. Et voilà, et là j'essaie de lister toutes les étapes les unes après les autres de comment tenir un jeu. Donc ça prend son temps, voilà. Avec bien sûr des petites choses genre des lexiques et des annexes qui existent à la fin. Des personnages et des scénarios qui sont pas dans cette version-là, mais qui seront qui sont dans la version complète. Voilà. Je suis très chaud pour vous présenter Sora Toumi, mais ça sera pas très long. Ok. Mais est-ce que je l'ai déjà fait? Je suis pas sûr. Non, tu ne l'as pas encore fait. Et ben très rapidement, parce que de toute façon il n'y a pas grand-chose à montrer, mais suite au fait qu'il y a eu plein de discussions un peu partout sur de la création du world building, etc., j'ai eu envie de me relancer dans quelque chose de ce genre. Et je suis en train d'essayer de créer un nouveau JDR tout simple, avec très peu d'enjeux, très peu de... pas une phase de réflexion immense, juste je mets des trucs rigolos les uns à côté des autres. Donc un JDR, un projet un peu détente, et ça s'appellera Sora Toumi, qui sera un post-apo fantasy bienveillant, dans le sens où il y aura sûrement pas de combat, pas d'adversité, et il sera question de reconstruire un groupe et des relations sociales. Voilà. Et c'est très très cool comme projet, et j'ai très hâte de pouvoir tester moi aussi. Oui, bah j'ai eu un petit instant de panique tout à l'heure, parce que je sais que j'ai une partie qui aura lieu sur le Discord des Chroniques Delphine, et je me suis dit, attends, mais c'est demain. Et non, ça va, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine. Je me suis fait peur en tout cas. Et oui, voilà, si on peut s'arrêter tranquillement là-dessus. Et oui. est-ce que ça vous a plu toutes et tous? Taros, est-ce que ça t'a plu? Ah oui, moi, désolé, j'étais pas ultra présent mentalement à cause de la chaleur, parce que vraiment, c'est étouffant. Et que je suis levé depuis tôt ce matin. Mais sinon, ouais, j'étais très content de partager toutes ces choses avec toi, toutes ces pensées avec toi. Et j'espère que tu as apprécié aussi. Oui, c'était très chouette d'avoir tes retours, d'avoir Johan aussi. Oui.
Ah, Dazen, qui pour lui c'est réellement un instant de panique, c'est réellement demain sa partie. Courage. Et oui, c'était très cool. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Et ben, prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres, et reposez-vous bien. Oui, plein de bisous, avec le consentement bien sûr, et s'il n'en a pas, un simple salut de la main. Ciao, ciao. Salut, salut. Merci pour votre écoute et visionnage de ce podcast que nous avons eu grand plaisir à faire et que nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous. N'hésitez pas à débattre des points qui auront été abordés durant ce podcast, que ce soit dans les commentaires ou directement avec nous lors de la prochaine édition. Vous pouvez retrouver cette émission en live tous les derniers jeudis du mois et on vous dit à très bientôt pour